для защиты России и нашего народа. L'option de la guerre peut apparaître a priori la plus rapide. Del triunfo total de la clase trabajadora. But there's only one guaranteed way you can have peace. زلزال أمني وعسكري وسياسي ونفسي ومعنوي. They are fighting for the right of self-determination. 13 gone and not forgotten. We got 18 on Mountbatten. نحن مستعدين لأي اشتباك وفي أي لحظة وفي أي وقت. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Bonjour et bienvenue, je suis Emmanuel Hériard et vous écoutez Récits stratégiques, un podcast produit par Images d'ici et d'ailleurs, dédié à l'analyse et à la narration des conflits armés contemporains. Cette première saison se consacre à l'étude de la guerre dite de 66 jours, ayant opposé en 2024 le Hezbollah à Israël dans le cadre de la guerre de soutien à Gaza après l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas en 2023. Un récit stratégique s'appuie non seulement sur le narratif et la connaissance de l'organisation qui a mené ce combat, en l'espèce le Hezbollah, dont j'ai pu rencontrer en septembre 2025 un membre de son état-major militaire. Et afin de mettre en perspective ces propos, plus d'une quinzaine de chercheurs et d'analystes vont aussi intervenir au cours des 14 épisodes que compose ce documentaire. Vous écoutez ici un hors-série autour de ce documentaire, en cela que nous avons décidé de diffuser aussi toutes les interviews in extenso afin de permettre d'aller plus loin, au-delà des coupes essentielles à la réalisation d'un tel projet. Pour parler de la République islamique d'Iran, de son guide et de sa révolution en 1979, et donc de son influence sur le Hezbollah, sa création, mais aussi lors des confrontations plus récentes qui nous préoccupent dans ce documentaire, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Ourcade, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Iran. Une manière de mieux comprendre aussi les événements récents, car cet épisode est publié quelques heures après l'assassinat du guide, l'ayatollah Ali Khamenei, par des attaques israélo-états-uniennes sur l'ensemble du territoire iranien. Cette interview ayant été réalisée bien avant ces événements, il ne sera pas question de ce sujet, mais cela reste une bonne façon d'appréhender l'Iran moderne au XXIe siècle, dans son conflit avec les États-Unis et Israël. Bonne écoute. Bernard Ourcade, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe et directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez dirigé l'Institut français de recherche en Iran de 78 en 93, avec certaines péripéties qui vous ont amené donc à y rester un peu plus longtemps que prévu. Vous aviez découvert l'Iran lors de votre coopération militaire en 1972. Et vous aviez travaillé alors à l'époque en Iran sur la vallée d'Al-Borz, et vous avez depuis fait votre carrière en Iran sur d'autres sujets que celle de cette belle vallée. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages de voyage en Iran, voyage de Téhéran, mais également géopolitique de l'Iran, ou bien l'Iran au XXe siècle entre nationalisme, islam et mondialisation. Et vous êtes également le personnage derrière le site de cartographie de l'Iran que vous avez pu détailler au sein du site du CNRS, cartoiran.cnrs.fr. Et vous intervenez beaucoup dans des médias, dans des journaux, presse, télé et autres. Votre parole est importante, elle est finalement précieuse pour les francophones qui n'ont pas beaucoup d'experts, qui parlent persan, qui ont vécu là-bas et qui ont surtout connu cette période très longue datant d'avant la Révolution. Et donc vous avez un regard et vous êtes un spectateur et un acteur finalement aussi dans quelque sorte de l'évolution de ce régime. Et je vous interroge aujourd'hui dans le cadre d'un podcast qui traite, lui, du conflit avec le Hezbollah, mais dans lequel est impénétré forcément le régime iranien, les pasdaran et puis les intérêts de l'Iran dans la région. Je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Et ma première question se porterait surtout, je m'en excuse d'insister, mais de manière succincte, est-ce que vous pourriez nous rappeler
finalement les conditions, le moment où se passe la révolution islamique. Quelle est la réalité de cette révolution islamique dont on se fait souvent une image déformée pour mille et une raisons de distance dans le temps et dans l'espace? Il faut voir que dans les années 1975-1980, l'Iran connaît le boom pétrolier, explosion économique magnifique, etc. Mais parallèlement, la répression politique continue. Le régime politique ne réussit pas à évoluer. Alors que la société iranienne avait évolué, un peu comme maintenant. Une division, une frontière, un mur se crée entre le gouvernement et la population. Et donc, les gens n'étaient pas contre la politique économique du Shah, mais voulaient simplement un peu de démocratie. Les droits de l'homme étaient un fait important. Et dans tous les mouvements marxistes révolutionnaires qui existaient, Parti Toudé, Parti Fédéine du Peuple, trotskistes, les maoïstes également, des libéraux, mais aussi les islamiques, beaucoup de groupes n'étaient pas d'accord avec l'évolution du Shah. Et donc, il y a eu une espèce de consensus politique à un moment pour que le régime du Shah s'en aille. Ils étaient d'accord au moins sur ce point-là. Mais ensuite, pas d'accord sur la suite. Entre les libéraux, les nationalistes, les révolutionnaires et les islamiques. Et le hasard a fait que ce sont les islamiques qui l'ont emporté, parce que les révolutionnaires étaient quelques intellectuels de gauche qui représentaient quelques dizaines de milliers de personnes en Iran. Les islamiques avec Khomeini représentaient 50 millions d'habitants. Et donc, rapidement, c'est la démocratie qui l'a emporté, entre guillemets, la majorité qui l'a emporté, et le régime est devenu islamique, marginalisant les révolutionnaires, puis les libéraux. Quels étaient les mots d'ordre si à l'origine, au moment de cette révolution, donc il y a plus que des islamistes, quels sont les mots d'ordre et quelles sont les inspirations de cette révolution? Elle puise forcément des choses à l'étranger ou plus loin dans le temps dans l'Iran. Quels sont ces mots d'ordre? Indépendance. Et on reverra cela à propos du Hezbollah. L'Iran est un pays à part. C'est un pays indo-européen, pas arabe ni turc. Le premier État reconnu à la Société des Nations dans les années après la Première Guerre mondiale, c'est une nation très ancienne. Et donc, l'indépendance de l'Iran est un élément très important dans la culture populaire, quelles que soient les idéologies politiques, qu'on soit marxiste, libéral ou islamique, tout le monde est d'accord en Iran sur l'identité nationale, l'indépendance du pays. Et qui à ce moment-là a été mise à mal par le fait que l'Iran du Shah était un Iran associé, inféodé aux États-Unis. Les États-Unis avaient 60 000 hommes présents en permanence en Iran. Il s'agissait en effet de protéger le pétrole du Golfe Persique de l'URSS. On était en guerre froide à l'époque. Et donc, l'Iran était une colonie américaine destinée à éviter que les Soviétiques ne prennent le pétrole. Point. Donc, les pays n'étaient pas libres. Même si par ailleurs beaucoup de choses étaient positives et personne ne reprochait au Shah la révolution économique, le développement économique et l'ouverture internationale. Mais de cette façon-là, l'indépendance n'était pas respectée. Et donc, indépendance, c'est le premier mot de la devise de la République islamique. Indépendance, liberté, République islamique. Et aujourd'hui, à bas l'Amérique reste toujours le slogan symbolique de cette révolution qui dit « Je veux l'indépendance ». Et c'est ça, je crois, le mot-clé. Donc au-delà du grand Satan qui a été décrit par la suite, c'est surtout vouloir couper les ponts avec finalement redonner à l'Iran sa grandeur et ne pas la laisser dans le giron d'un autre empire, qu'il soit soviétique à l'époque ou états-unien aujourd'hui. Tout à fait. Et quand on dit le grand Satan, forcément, dans un mouvement populaire et politique, on caricature un peu les choses. Les gens, ils sont contre l'impérialisme américain. Mais on sait très bien que fondamentalement, les liens avec la culture américaine et les États-Unis, personne ne peut s'en couper, ne peut s'en séparer. Donc, à bas l'Amérique, à bas le grand Satan, ce sont des slogans bien forts et bien populaires, mais le réalisme politique fait que, évidemment, l'Iran cherche, et aujourd'hui on le voit bien encore, à trouver un moyen d'avoir des relations normales avec les États-Unis, comme avec la Chine, ou avec la France, ou l'Européen, ou les Russes, tout en gardant des relations d'indépendance. Mais ce mot d'indépendance est très important, parce que c'est ce qui compte le plus, je crois, pour faire consensus en Iran. Et le rôle du petit Satan, donc d'Israël, comment est-ce qu'il est rentré? Parce que le Shah était un allié indéfectible de l'État israélien. Comment est-ce que l'Iran va basculer finalement d'un allié d'Israël à un opposant, un adversaire, un ennemi farouche? Il faut voir que Yasser Arafat a été le premier chef d'État, entre guillemets, rendant visite à Khomeini 2 jours après la prise du pouvoir par Khomeini. Pas par Khomeini, par la révolutionnaire, disons. Et donc, parce que pour lui, effectivement, c'est un changement important.
l'Iran soutenait Israël pour le pétrole, l'Iran a fait un terminal pétrolier, l'Iran ravitaillait l'Israël en pétrole, et donc le fait que le régime tombe était symboliquement très important. C'était le pays le plus important finalement qui pouvait soutenir la cause palestinienne. Mais pour les islamiques, l'Israël, c'était aussi le moyen, disons, la cause palestinienne, la libération de Jérusalem, était un moyen de rentrer dans le monde musulman. L'Iran du Shah n'avait pas de carte islamique. L'Iran est un pays musulman depuis le XVIe siècle, mais l'Iran du Shah n'avait pas de véritable carte islamique. Ce n'est pas son problème. Mais il essayait même de s'en détacher. Mais dans la composante de la révolution iranienne, Khomeini, forcément, a une place importante. Il s'agissait donc pour lui de montrer qu'il s'intéressait au monde musulman et disait aux pays voisins, débarrassez-vous des dictatures d'Arabie Saoudite, de Jordanie, d'Égypte ou d'ailleurs, et faites comme nous, faites une révolution. Et donc, cette ambition révolutionnaire, un peu comme en France, la Révolution française a voulu exporter les idées de la Révolution, l'Iran a eu le même dynamique. Et quelle est la meilleure façon de pouvoir rendre l'Iran sympathique? L'Iran, il ne parle pas arabe, ils sont chiites, donc ils sont totalement coupés du monde musulman. Mais si vous dites, je vais libérer Jérusalem, alors là, tout le monde comprend, depuis Casablanca jusqu'à New Delhi, jusqu'au Pakistan. Et donc, c'était un moyen pour l'Iran de rentrer dans le monde musulman et d'être sympathique, alors qu'ils étaient inconnus et marginaux, dans le monde musulman. Et donc, l'Iran a utilisé Israël, ils ont utilisé le passeport palestinien, ils ont pris un passeport palestinien frauduleux, pour s'intégrer dans le monde musulman, et ensuite les guerres, etc., on va y revenir, ont fait que c'est devenu pour l'Iran islamique à ce moment-là, une clé et un outil de politique militaire idéologique extrêmement important. Mais d'abord, les Iraniens se moquaient d'Israël, se fichent des Palestiniens, c'est pas leur problème, mais politiquement c'était nécessaire. Je voudrais revenir à ceux qui vont, finalement, vous me corrigez si je me trompe, mais qui vont permettre aussi la révolution, même si c'est une révolution populaire et pas un coup d'État ou une prise par les armes. Mais ce qui vont être, ce que vont devenir, ceux qui vont devenir, pardon, les Pasdaran, les gardiens de la révolution, venaient se former auprès du Fatah palestinien dans la plaine de la Bekaa au Liban. Donc il y avait un lien avant 78-79 avec la partie révolutionnaire du Fatah. J'entends la gauche du Fatah, des personnalités comme Anis Nakash et d'autres qui venaient du maoïsme, enfin qui ont un parcours assez compliqué aussi de leur côté, vont former donc ceux qui vont devenir leurs tuteurs par la suite. Tout à fait. Il faut voir que dans les années 70, donc c'est la guerre froide, c'était la cause palestinienne, la lutte d'Arafat, la lutte des Palestiniens, tous les conflits qu'il pouvait y avoir du Vietnam à la Palestine. Et donc, tous les mouvements révolutionnaires cherchaient à avoir une branche armée. C'est pas spécifique à l'Iran. Et il y a donc eu un groupe d'Iraniens très limité, finalement, qui ont rejoint Khomeini, qui était peu connu, mais que dans les milieux islamiques, il représentait quelque chose. Et les révolutionnaires ont dit, tiens, Khomeini est là, un religieux, ça peut donner une base populaire à notre idéologie révolutionnaire d'intellectuels marginaux, finalement, et faire une jonction entre l'islam et la révolution militaire ou armée, éventuellement. Et dans un certain nombre de gens proches de Khomeini, mais c'était très flou, ont profité d'être stagiaires dans les camps d'entraînement de Libye, de Palestine ou d'ailleurs, avec le Fatah, avec le FLP et tous les groupes terroristes palestiniens, entre guillemets. Et donc, mais les Iraniens n'étaient pas le cœur du système. Ils profitaient, si vous voulez, de la formation et de l'expérience des Palestiniens pour pouvoir faire quelque chose. Et ils ont effectivement ensuite été les premiers à dire à Khomeini, puisqu'il y avait une hostilité générale contre la révolution, il faut un groupe armé motivé, l'aspect militaire est important, la révolution islamique était pacifique, il faut bien le dire, il n'y a pas eu un mort côté policier pratiquement, c'est les Iraniens qui ont été victimes de la répression militaire du Shah, mais il n'y a pas eu de guerre civile. Et donc, mais ceux qui étaient dans les groupes militants auprès de Khomeini, avant 78, ont fait comprendre qu'il fallait quand même être sérieux maintenant et de pouvoir avoir une force militaire capable de défendre le pays, comme est la garde fédérale américaine. Et les Pasdar se sont fondés sur le principe de la garde fédérale américaine, qui, à côté de l'armée américaine, est une garde dépendante du président. On le voit même aujourd'hui avec Trump. Si je comprends bien, c'était aussi la crainte d'une contre-révolution au sein de l'armée
qui aurait pu peut-être basculer dans les mois ou dans l'année qui suivait dans un courant plutôt favorable à la mise en place d'autre chose qu'un régime islamique. Et c'est comme ça que je l'ai compris, moi. Est-ce que c'est bien ça aussi qui s'est passé, qui s'est joué à ce moment-là? Tout à fait. Le fait que l'armée iranienne était le fer de lance du Shah, sa fierté, c'était l'armée, c'est essentiellement l'armée, ce qui fait qu'il est tombé là-dessus. Donc l'armée était royaliste. Royaliste, elle était nationaliste, elle défendait la patrie. Bon, mais il y avait les légitimes craintes que effectivement cette armée fasse un coup d'État, qu'il n'a pas réussi à faire. À la fin du régime du Shah, les militaires ont pris le pouvoir, ont essayé de le prendre, mais ça a été refusé parce que les Américains ont refusé. Carter a refusé qu'il y ait 30 000 morts à Téhéran. Ce qu'ont proposé les militaires. Ils ont dit, donnez-moi 30 000 morts et la révolution est terminée. Carter a dit non, je ne peux pas accepter cela. Donc les militaires ont vu que le coup d'État était impossible. Mais il était quand même nécessaire d'être prudent. Donc d'avoir une force militaire militante, proche des révolutionnaires iraniens, capable de défendre la révolution nouvelle, qui n'était pas que religieuse, qui était aussi nationaliste, libérale, etc., contre un retour et un coup d'État que l'Iran a vécu en 1953, quand après la situation du pétrole, les Américains et les Anglais ont fait un coup d'État avec l'armée iranienne pour renverser Mossadegh et refaire venir le Shah. Donc cette idée-là est dans toute la tête des Iraniens. Il fallait éviter que le Shah revienne. Donc d'avoir au moins un minimum de forces militaires capables de contrebalancer un éventuel coup d'État fomenté par les royalistes. Et selon vous, est-ce que dans les années qui vont suivre, on sent que le régime a mis toutes ses cartes dans ses mains pour éviter cette contre-révolution en allant jusqu'à assassiner Shapur Bakhtiar, c'est-à-dire à essayer d'éliminer ceux qui auraient pu revenir, etc. Avec le recul, est-ce que moi j'ai l'impression qu'il chassait un peu des fantômes qui n'auraient jamais pu revenir au pouvoir, mais pour vous à l'époque, on sentait que le régime était fragile à ce point-là, qu'il pouvait craindre par la présence d'un ancien Premier ministre le fait qu'une contre-révolution pouvait se mettre en place? De vous à moi, je crois que non. Mais ça fait partie, vous le disiez justement, de ces mythes. Et que depuis l'étranger qui est le diable, qui a influencé l'Iran, qui domine l'Iran, qui malgré la révolution est toujours très présent en Iran, il y a une espèce de fantasme du coup d'État étranger. Bon. Et donc on élimine tous ceux qui pourraient de près ou de loin faire quelque chose, même si c'était absolument futile. Les idées de Bakhtiar de reprendre les tribus nomades pour reprendre le pouvoir à Téhéran, comme en 1901, bon, ce sont des idées absurdes. Mais ce qui compte surtout dans le développement des gardiens de la Révolution, c'est la guerre Irak-Iran. Tout est là. Le cœur est là. La prise en otage des diplomates, qui fait que, alors que le gouvernement islamique nouveau, libéral, essayait de trouver un modus vivendi avec les États-Unis, un modus vivendi assez soft, les révolutionnaires ont dit non, indépendance. Il faut couper avec les États-Unis. D'où la prise en otage. Et ensuite, la guerre Irak-Iran, qui se déclenche un an après la prise en otage, était une guerre, finalement, pour libérer les otages. Faire pression sur l'Iran après des tentatives diverses. Or là, c'est une faute politique. C'est pas un crime, comme dirait l'autre, c'est une faute politique. Parce qu'en attaquant l'Iran, Saddam Hussein, soutenu par les Français, les Américains, les Anglais, par tout le monde finalement, un consensus national pour dire on va se débarrasser de cette révolution en quelques coups de canon. Et c'est touché justement au nationalisme iranien. Et tout le monde s'est réuni pour défendre la patrie. Beaucoup de romantisme là-dedans. Mais le cœur était là. Et donc, en touchant avec la guerre Irak-Iran, ça a permis au chef d'État, M. Khomeini, d'avoir derrière lui le silence politique et tout le monde le soutient. Quand il y a une guerre, on tait les conflits politiques. Ce qui a permis d'éliminer les libéraux, la gauche, les marxistes, tous les révolutionnaires sont partis et sont restés les religieux. Donc, merci Monsieur Saddam Hussein d'avoir permis à Khomeini de prendre vraiment le pouvoir en Iran en éliminant toutes les autres forces politiques. Et dans ce cadre-là, les gardiens de la révolution sont apparus parce que, et j'en ai connu plusieurs comme ça, qui m'ont dit, bon, j'étais étudiant, j'étais révolutionnaire, j'étais dans les comités révolutionnaires du début, et puis, je suis pas militaire, mais quand la guerre est arrivée, la révolution, elle va tomber si jamais la nation iranienne tombe, le régime tombe. Donc ma révolution est tombée. Donc, mon combat n'est plus de combattre les Bakhtiar et les opposants politiques, elle est à combattre Saddam Hussein. Et donc, il dit, je suis parti sur le front, m'engager comme volontaire, je savais rien, j'étais étudiant en architecture, je ne connaissais rien. Mais je me suis aguerri à la guerre et j'ai finalement fait carrière et je suis maintenant général des gardiens de la Révolution, en ayant passé 8 ans de guerre. Et je reprends mes études d'architecture.
Donc, c'était l'élite de la révolution, l'élite intellectuelle, qui était motivée, pas pour des raisons islamiques sordides, non. Des gens qui défendaient leur pays avec leur nouvelle façon de voir, populaire, islamique, un peu romantique. Et donc, ils ont constitué ainsi, grâce à la guerre, une force vraiment militaire et vraiment solide. C'est encore une fois Saddam Hussein et ses alliés français, américains et autres qui ont contraint l'Iran nouveau révolutionnaire et islamique à faire une force qui, au début, n'avait pour vocation que d'être une espèce de garde civile, si vous voulez, une garde civile ou une force moins importante de ce qu'elle est devenue. Et à la fin de la guerre, j'aimerais déjà qu'on revienne sur une chose, alors qui vous agace encore peut-être plus que moi, mais on décrit systématiquement ce régime comme le régime des mollahs. Or, si je comprends bien, les mollahs prennent le pouvoir plutôt au moment de cette guerre parce qu'il n'y a plus d'autres personnes pour pouvoir gérer le pays. En fait, tout le monde est sur le front dans cette défense sacrée. Mais lors de l'accord de paix, dont Khomeini lui-même dira que ça lui fait pleurer des larmes de sang ou je ne sais quoi, finalement, les gardiens vont revenir et vont monter un vrai système politique et financier en civilisant leur matériel et leur connaissance, leur fraternité aussi sur le front, qui va faire qu'ils vont créer un réseau assez puissant de prise de pouvoir. Et en fait, c'est finalement eux qui sont au pouvoir depuis les années 90-2000. Oui, quand on parle l'Iran des mollahs, c'est une caricature parce que ce n'est pas l'Iran des mollahs, c'est l'Iran des mollahs forcément, mais c'est l'Iran des gardiens de la révolution, c'est l'Iran des technocrates, c'est l'Iran des intellectuels. Tout cela fait que la machine marche. Et bon, ce que vous dites est très important. À la fin de la guerre, une guerre fait beaucoup de morts, très peu de morts en Iran finalement. Il y a eu 300-400 000 morts en 8 ans. C'est moins que les accidents de la route. Bon, hélas, c'est caricature et cruel de dire ce que je dis, mais parce que c'est une guerre qui s'est passée sur un front très limité. Par contre, la guerre faisait que beaucoup de volontaires et de gens de service militaire partaient pour une durée de 6 mois. La guerre a fait des anciens combattants, beaucoup d'anciens combattants, des millions d'anciens combattants, qui étaient des cadres, gardiens de la Révolution, et beaucoup de simples soldats, mais qui ont été, pour beaucoup, encadrés par les gardiens de la Révolution. Ce qui a créé, à la fin de la guerre en 88, toute une population de gens fiers d'avoir défendu la patrie, d'avoir gagné la guerre, même si elle n'avait pas été gagnée, qui connaissaient bien les gardiens, leur chef, les gardiens de la Révolution, ce jeune étudiant en architecture qui est devenu général, parce que c'était mon chef, et de façon très populaire. Il n'y avait pas de badge, il n'y avait pas de galon. Et donc, tout cela a créé une fraternité des anciens combattants. Et les gardiens de la Révolution ont pu s'appuyer ainsi politiquement sur tout un réseau de millions de gens qui avaient fait la guerre. On a connu ça en France en 14-18, ou même en 39-45. La résistance française a gouverné la France pendant 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est banal, cela. C'est banal. Les anciens combattants du Vietnam aux États-Unis. Donc, ce groupe-là a été constitué une base populaire. Autre chose importante, le nouveau gouvernement iranien de Rafsanjani, après la mort de Khomeini, cherche à reconstruire le pays. Ils sont des religieux. Et ils voient ces jeunes dynamiques qui ont fait la guerre, qui sont puissants, qui sont forts, qui sont intelligents, qui sont la nouvelle élite. C'est une concurrence politique grave. Comment atténuer cela? Éviter qu'ils fassent une chambre vert prairie ou vert islam, comme il y avait une chambre bleu horizon en France. On va leur donner des moyens financiers. Vous étiez étudiant, je vous donne les moyens de vous faire finir vos études, et vous partez faire vos études d'ingénieur. Vous étiez artisan, je vous donne une entreprise. Les biens nationaux, je vous les achète et pour $1, je vous vends 10 000 tracteurs et bulldozers. Vous avez une entreprise de travaux publics. Et donc, on les a achetés économiquement. On leur donnait un poids économique, qui a permis à tous les gardiens de la Révolution de se recycler. Après la guerre, il faut bien travailler, il faut manger, il faut vivre. Et donc, ils ont trouvé ainsi un ancrage économique qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont l'entreprise iranienne la plus puissante, et pas forcément possédée par l'État, mais possédée par d'anciens combattants, qui ont bénéficié de privatisation, et maintenant, ils sont des industriels prospères, des commerçants prospères, installés à Dubaï, bien évidemment, et profitant de tout le réseau parallèle en matière de corruption, de prête-noms, de magouilles, qui fait que effectivement, ils sont beaucoup plus que les mollahs, investis dans la politique, dans l'économie, dans la culture aujourd'hui, dans tous les domaines, faisant effectivement une force extrêmement puissante, mais ayant des bases populaires quand même. Il ne faut pas voir que les gardiens de la Révolution, ce ne sont pas des terroristes au couteau entre les dents qui vont bombarder les gens. Il y a cet aspect-là terroriste qui a existé, on en parlera, mais c'est beaucoup plus que ça.
Et au-delà d'un simple terme, il y a aussi des fractions ou des tendances au sein d'eux. Il y a pas tout le monde n'est pas sur, par exemple, une guerre, à mort avec Israël ou les États-Unis. J'imagine qu'il y en a d'autres qui, héritiers d'un certain, bagage, intellectuel et puis financier, ont des intérêts aussi à préserver aujourd'hui. Tout à fait. Les gardiens de la révolution, c'est le pluriel. Et il y a ceux, j'en ai vu certains qui me disaient, moi j'ai combattu sur le front de Khorramshahr, sur le front de Saddam Hussein, d'autres ont combattu sur le front turkmène, à 1500 km de là, ailleurs. Bon, moi j'étais au combat. Et donc il y a entre ceux qui étaient planqués un peu dans l'action internationale, dans l'action terroriste, entre guillemets, soutien au Hezbollah, Israël, etc., d'autres qui défendaient la patrie. Et là, il y a un élément extrêmement important, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'indépendance qui est la clé du système iranien. Quand, en 82, et ça rejoint la création du Hezbollah en 82, lorsque Israël attaque envahit le Liban. C'est la clé. Ça permet la création du Hezbollah. Des révolutionnaires en Iran ont dit, je vais partir avec mon fusil, ma Kalachnikov, pour soutenir le peuple palestinien, avec priorité au soutien islamique au peuple libanais, chiite notamment, avec lesquels l'Iran n'avait que très peu de contacts autres que les réseaux dont on a parlé tout à l'heure, militaires, qui dataient d'avant Khomeini, d'avant la révolution. Ils décident de partir. Et ils ont même pris l'aéroport de Téhéran pour prendre des avions de force et aller débarquer sur Beyrouth pour libérer le peuple libanais. Khomeini leur a dit, mes enfants, vous avez entièrement raison de soutenir le peuple palestinien et le peuple libanais qui est massacré par les infâmes israéliens. D'accord. Mais, sachez que le chemin pour libérer Jérusalem passe par Kerbala. Or, nous sommes aujourd'hui en guerre contre Saddam Hussein, qui occupe Kerbala, la ville sainte des chiites, sur le front de Khorramshahr, sur le front iranien, à la frontière du Châtel arabe. Donc d'abord, on libère le territoire national. Quand ça sera fait, quand Saddam Hussein sera tombé, nous pourrons à ce moment-là être forts pour libérer Jérusalem. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et donc, libérons d'abord le territoire national, occupez-vous d'abord de la guerre Irak-Iran. Ce qui fait que, et ça a duré jusqu'à aujourd'hui, et on l'a vu aujourd'hui avec l'abandon du Hezbollah par le gouvernement iranien depuis 2 ans maintenant. La défense de la patrie iranienne, de la nation iranienne, est toujours plus fort que les intérêts économiques, idéologiques, politiques qui existent, bien évidemment, mais qui, en fin de compte, en cas de conflit majeur, cèdent devant la priorité à sauver l'Iran en tant qu'État et le régime, évidemment, qui va avec l'État. Et donc, c'est extrêmement important de voir cette diversité. Et aujourd'hui, ce qui compte en Iran aujourd'hui, où vous avez un tiers des députés qui sont des radicaux qui veulent libérer Jérusalem en priorité. Des réformateurs qui disent, bon, la situation est tellement dramatique, il faut trouver un pacte avec les Américains assez rapidement. Un accord. Et au milieu, dirigé notamment par le président du Parlement, Ghalibaf, qui était l'ancien gardien de la Révolution, un héros de la guerre Irak-Iran, qui dit, soyons réalistes, je suis pour la libération de Jérusalem, mais aussi pour la libération de Téhéran. Et donc, pour l'instant, libérons Téhéran, qui a été en plus attaqué par Israël. Donc, soyons sérieux, soyons rationnels. Et donc, je suis pour des réformes, et ils viennent de voter, il y a quelques jours, l'adhésion de l'Iran au traité international sur l'argent, le blanchiment de l'argent pour le terrorisme. L'Iran, désormais, peut utiliser son argent de façon légale au niveau international, ce qui n'était pas possible jusque maintenant, en disant, soyons réalistes. Si on veut vraiment libérer Jérusalem un jour, il faut que l'Iran soit fort. Si l'Iran est écrasé par les Israéliens ou par n'importe quoi, ou par la crise économique, l'Iran sera dans l'incapacité de faire autre chose. Donc, soyons forts en Iran, et après, on verra. Oui, il y a 2 choses. Il y a la guerre de 12 jours qu'ils ont subie. Il y a également la pression, militaire mais également la pression économique. C'est-à-dire qu'ils vivent sous sanctions économiques depuis des dizaines d'années. C'est finalement un pays qui a beaucoup de mal, qui est obligé de flirter avec, l'illégalité de transferts, monétaires et cetera. Mais c'est un pays qui est, dont la jeunesse est primordiale, dont le niveau d'études, un pays qui s'est urbanisé, dont les femmes vont à l'université plus que les hommes. Enfin, c'est un pays qui s'est extrêmement modernisé, mais qui est bloqué, qui est ralenti, qui est tiré vers l'arrière sans arrêt par ces pressions économiques. Et c'est ça que vous décrivez aussi dans l'indépendance, dans la liberté qu'il cherche à obtenir pour continuer à se développer finalement. C'est évident. L'Iran, c'est d'abord les Iraniens. On oublie un peu trop que l'Iran, c'est 90 millions d'habitants grosso modo. Comme vous le disiez, la société la plus socialisée, sécularisée du Moyen-Orient, beaucoup moins islamique dans la société que la Turquie, par exemple, que l'Égypte, ou la Jordanie, ou à plus grande raison l'Arabie Saoudite. On a une vraie société qui existe et complexe.
qui forcément, comme à l'époque du Shah, est en rivalité avec le gouvernement. Le parallélisme peut se faire. Mais cette société est évidemment actuellement écrasée, et ça depuis le début, depuis 79 pratiquement, par les sanctions américaines et internationales, qui fait que vous ne pouvez pas envoyer $10 en Iran et vous ne pouvez pas recevoir $10 d'Iran. Donc tout est arrêté, donc ça favorise le marché noir, le trafic, la corruption, et ça renforce finalement le régime, les gardiens de la révolution qui sont dans le business, qui eux maîtrisent tous ces réseaux parallèles, aux dépens des Iraniens ordinaires et de la classe moyenne. Une nouvelle classe moyenne a émergé en Iran grâce à la révolution islamique qui a développé les universités après les avoir fermées, et a créé donc des millions de jeunes qui ont 30 ans aujourd'hui, des jeunes adultes qui sont bien diplômés et qui sont sans travail. Les universités ont été faites en Iran pour les islamiser, et en fait, c'est victoire à la Pyrrhus. La République islamique a créé ses propres ennemis, comme le Shah, exactement pareil. Donc, on a aujourd'hui cette société écrasée par les sanctions économiques. Et aujourd'hui, en Iran, s'il n'y a pas de révolte populaire, s'il n'y a pas de révolte massive, romantique, c'est parce que les gens, je ne dis pas qu'ils crèvent de faim, mais ils sont KO debout devant la crise économique et les inflations incroyables. Donc moi, je suis ingénieur, je pourrais travailler, gagner bien ma vie. Je travaillais chez Renault et chez Peugeot après les ouvertures économiques en 2015. Je suis au chômage maintenant. Mes enfants ne peuvent plus aller aux États-Unis ou en France pour étudier. Donc alors ne me parlez pas de révolution, j'en ai marre, mais qu'est-ce que je peux faire? Rien. La crise économique est essentielle pour expliquer l'étouffement de l'Iran et de la société iranienne. Alors certains disent aux États-Unis, mais un jour ils crèveront de faim vraiment, ils vont mourir de la peste et du choléra, ils vont se révolter. C'est une idée dramatique qui est soutenue par certains Américains et Français aujourd'hui, ou Israéliens, mais c'est utopique. Parce qu'au contraire, ça ne peut que renforcer l'unité nationale et un Iran contre les opposants. La guerre de 12 jours a montré que beaucoup d'Iraniens n'ont pas pleuré les quelques généraux gardiens de la révolution qui ont été tués, mais ils ont dit, ce sont quand même des généraux de l'armée iranienne. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un comme ça, avec un drone, comme ça. Et quand on a tué les universitaires et les scientifiques du nucléaire, ils ont dit, ce sont des profs d'université, c'est le doyen de la grande université de Téhéran. C'est pas possible, ça. Même si, dans le fond, on comprend Israël et sa réaction. Mais c'est pas possible. Et donc ça a créé une unité nationale sans pour autant atténuer l'opposition au régime. Dans cette complexité qui est très importante pour comprendre la paralysie aussi de l'Iran, entre toutes ces forces contradictoires qui font que finalement ça ne bouge pas. Certains disent, quelquefois, et je caricature en disant, on me dit l'Iran est une dictature. Non, l'Iran n'est pas une dictature, c'est une multidictature. Il y a plusieurs pouvoirs très forts qui s'annihilent et qui font qu'il y a très peu de consensus commun et très peu pour pouvoir avancer véritablement. Ils ne prennent pas de décisions. L'Iran est un pays réactionnaire, un régime qui sait réagir, et assez bien réagir quand il y a une crise. Mais ils n'ont pas une capacité de projection. Libérer Jérusalem est une très belle idée, lutter contre Israël est une très belle idée, des révolutionnaires, incapables de le faire parce que ils n'ont pas été capables de vraiment faire un vrai travail en profondeur pour aboutir à un but politique. Et ce n'est pas pour défendre le projet de détruire Israël. Je dis, voici un bon exemple d'un échec politique de la République islamique. Son incapacité à trouver une unité forte et une stratégie qui soit durable. Oui, la seule projection qu'ils aient trouvée, je mets de côté les outils qui sont plus récents et sur lesquels l'affiliation est beaucoup moins évidente de ce que j'en ai lu, mais la seule projection qu'ils ont trouvée dans le monde arabe, finalement, c'est le Hezbollah libanais. Et c'est les seuls qui ont prêté allégeance au guide suprême. J'aimerais qu'en 2 mots, vous reveniez sur le rôle du guide suprême et sur ce lien qui lie. Ça peut être compliqué pour des gens qui seraient athées, hein, parce que là, ça devient très compliqué de se faire à l'idée qu'on prête allégeance à quelqu'un qui n'est même pas du pays, qui peut ne même pas parler sa langue. Voilà, j'aimerais que vous finalement le résumez un peu ce lien. Quelle est la figure du guide et quel est ce lien d'allégeance que va prêter le Hezbollah unitairement, hein, dans son entier, ce qui va créer des scissions en fait au sein du mouvement islamique libanais par la suite. Alors, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de mes collègues spécialistes d'islam. Et quand la guerre irakienne a commencé, tout le monde a expliqué cela par la mort de l'imam Hossein et l'opposition entre sunnites et chiites, oubliant que l'Irak était chiite. Et l'islam tout le monde est devenu islamologue. On explique tout par l'islam. On explique tout par les querelles d'ayatollah et des querelles religieuses. Ça compte, bien évidemment, ça compte. Mais je suis de ceux qui disent
que la révolution islamique, les révolutions iraniennes n'étaient pas islamiques, c'est une révolution populaire. Et devenue islamique, c'est autre chose. Et donc, de ne pas se faire aveugler par l'islam. Il y a une fascination de l'islam, comme disait Maxime Rodinson. On est fasciné par ça. Et on peut tout expliquer par le fait que si Bachar el-Assad soutenait les Iraniens, c'est parce que sa secte religieuse est une branche qu'on pourrait associer aux chiites. Ça, c'est le décor. Au théâtre, vous voyez le rideau du théâtre, vous regardez la pièce de théâtre, le texte du théâtre. Bon, là, le Hezbollah, ce sont d'abord des chiites, c'est-à-dire une société chiite, qui a chiitisé l'Iran. Ce sont des religieux d'Iran, du Liban, qui ont au XVIe, XVIIe siècle évangélisé, je pourrais te dire, l'Iran. Et donc les relations étaient très très banales. Bon, mais ce sont des chiites, comme en France on est catholique, ou en Russie on est orthodoxe, ou en Chine on est chinois, on est bouddhiste. Donc cet aspect social des chiites libanais était une réalité sociale d'abord, plus qu'une réalité religieuse. Alors donc effectivement, le soutien au guide de la République islamique, c'est un soutien nécessaire et politique. Quand vous voulez demander l'aide d'un pays, vous allez dire, vous allez honorer le chef de l'État. Vous allez dire, monsieur, vous êtes le meilleur homme du monde. Donnez-moi, aidez-moi, aidez-moi. On va évidemment le soutenir. Ça fait partie du deal. Mais de voir là le cœur du système, c'est une erreur stratégique. De penser que, en éliminant monsieur Khamenei et en ayant monsieur Teherani à la place, ça ne changera rien au problème. Le problème, c'est qu'il y a au Liban, depuis des siècles, une communauté chiite importante qui a eu son histoire par rapport aux chrétiens, aux sunnites, etc., que l'on connaît très bien, qui a cherché à s'opposer par rapport aux autres communautés. Il y a l'opportunité d'une guerre, des gens qui vont l'aider, l'Iran, les Iraniens, quels soient les Iraniens, on s'en fiche des Iraniens, ils nous aident, tant mieux. Mais ne pas valoriser l'aspect religieux. Alors effectivement, dans le monde chiite, il y a la révolution iranienne qui a fait que des ayatollahs, des chefs religieux, je dirais des cardinaux iraniens, ont pris le pouvoir politique. Alors que d'autres disent, un Najaf en particulier en Irak, les chefs traditionnels disent non, les religieux ont pour pouvoir de guider, de critiquer, de discuter aux politiques, de s'opposer aux politiques éventuellement pour défendre le peuple et pour défendre la religion. Et si effectivement c'est le chef d'État est à la fois un religieux, il est jugé parti et ça ne marche pas. Donc il y a des divisions fondamentales qui sont importantes. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est le fait que le Hezbollah est effectivement la grande réussite de la République islamique, parce qu'il y avait à la fois un groupe social, de vrais habitants, de vrais Libanais, de vrais êtres en chair et en os, qui avaient des problèmes politiques, qui ont été aidés par l'Iran, que l'Iran soit chiite ou pas, peu importe, ils ont été aidés par l'Iran, par le gouvernement iranien, ce qui a permis la situation que l'on connaît. Il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou mal, voici les faits. Et donc, minimisons, à mon avis, l'aspect religieux des choses, qui compte. Dieu est avec nous, c'est classique dans les guerres, mais voyons les choses durables. Et un élément important, le Hezbollah donc a été décapité par l'affaire des téléphones. En quelques jours, une opération extraordinaire du Mossad. Quelques mois plus tard, c'est Bachar el-Assad qui tombe pour des raisons, il tombe. L'Iran se trouve en quelques semaines tout nu. L'Iran n'a plus ses proxys, n'a plus son Hezbollah qui a été créé, comme disait Khomeini, pour défendre, ça passe par Kerbala. Ça s'oppose aux opposants de l'Iran. Autrement dit, à partir du moment où le Hezbollah est tombé, Bachar est tombé, quelques mois plus tard, c'est la guerre de 12 jours, c'est l'Iran qui est attaqué. La preuve que la stratégie iranienne de soutenir le Hezbollah, peu importe le Hezbollah, on s'en moque totalement, mais avec des missiles extrêmement efficaces, des dizaines de missiles, des dizaines de milliers de missiles extrêmement puissants, était une menace sur Israël. Le jour où cette menace a disparu, avec Bachar el-Assad derrière, l'Iran était tout nu, l'Iran se fait attaquer. Preuve que la stratégie de soutien au Hezbollah était une bonne stratégie, non pas pour soutenir le Hezbollah, non pas pour développer une opposition à Israël, mais pour défendre l'Iran. C'est la réalité politique. Ils auraient pu faire autrement, mais personne ne leur vendait de missiles ou de chasseurs bombardiers ou chars d'assaut. L'Iran a utilisé les moyens qu'il avait en armant un groupe qui leur est sympathique peut-être, mais que beaucoup d'Iraniens n'aiment pas, les chiites du Sud-Liban. Les Iraniens n'aiment pas ces gens-là qui sont des étrangers. Pourquoi dépenser de l'argent pour eux? Ils se rendent compte aujourd'hui que d'avoir armé le Hezbollah a permis à ce que l'Iran ne soit pas attaqué pendant 45 ans. C'est pas mal comme investissement. Dramatique, mais c'est la réalité. Alors, vous décrivez là donc une relation où ça sert de dissuasion à l'Iran
J'irais plutôt dans votre sens, dans la mesure où quand l'Iran a répliqué la première fois sur Israël, il n'a pas répliqué sur le front libanais. Il n'a pas essayé de taper des régiments qui tiraient sur le Liban et sur le Hezbollah au sud. Il a tiré sur des cibles militaires qu'il considérait comme étant dans une forme de négociation. Vous nous avez tiré dessus, on vous tire dessus, on se serre la main et on en reste là finalement. Moi, j'étais très surpris. Je pensais qu'ils enflammeraient le front du sud, en fait du nord pour Israël. Ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai revisé ma façon de voir effectivement cette relation. Donc, c'est très intéressant d'avoir votre point de vue. Cependant, j'aimerais revenir sur la carrière d'un personnage qui est Qassem Soleimani, qui lui, à la tête de la force Al-Quds, donc au sein des Pasdaran, qui est la force de projection à l'étranger, mais également d'organisation de cet axe de la résistance, qui s'autoproclame ainsi. Sa mort, finalement, est-ce que sa mort, bien avant cette guerre contre Israël, son assassinat par les États-Unis, est-ce qu'elle annonce pas finalement la fin de cette stratégie que vous décrivez comme étant un décorum? Nous allons libérer Jérusalem, etc. Est-ce que Qassem Soleimani et ceux qui étaient autour de lui, eux, n'étaient pas des partisans qui y croyaient réellement? Et est-ce qu'à la mort de ce général, finalement, le régime reprend uniquement la défense de son territoire et de ses intérêts, finit par perdre ses proxys, mais auxquels de toute façon il ne croit plus vraiment. Est-ce que Il est certain que Soleimani est un excellent général, très proche de ses hommes, efficace. C'est pas un terroriste. Quand la ville de Tikrit a été prise par les troupes contre Saddam Hussein, les sauvages, les barbares qu'il avait sous ses ordres voulaient piller et violer tous les habitants de la ville. Il a dit non. Nous sommes une armée, on a pris une ville, les gens sont vaincus, on ne massacre pas, on ne pille pas. Et c'est un homme sérieux, qui était utilisé par les gouvernements iraniens parce qu'il était justement le plus radical, le plus fort, le plus efficace pour négocier avec l'Arabie Saoudite, pour trouver une solution. Disant, l'Iran ne va pas libérer Jérusalem, les sanctions sont énormes. Depuis la chute le fait que Trump a déchiré l'accord sur le nucléaire, la perspective de développement économique est arrêtée. Et donc, la situation est très mauvaise. Et l'Iran ne peut plus soutenir ses proxys, soutenir le Hezbollah, soutenir les milices en Irak et tout le monde, et Bachar el-Assad, de façon continue. Il faut trouver une solution. Et Soleimani, qui était le plus actif, parce qu'il était crédible, son élimination permettait d'évacuer la recherche d'une solution et de favoriser les plus radicaux, en disant si les radicaux arrivent au pouvoir, affaiblis parce que Soleimani n'étant plus là, ils seront affaiblis, on pourra éliminer militairement les opposants. Et c'est la théorie d'Israël. Je bombarde, je détruis physiquement les gens, sans trouver de solution politique. Alors Soleimani cherchait une solution politique. Ce qui est important, et contrairement à ce qu'on disait, l'arrivée au pouvoir de Raïssi en Iran, élu en 21, on dit c'est un apparatchik, c'est vrai, un radical. C'est pas un radical, c'est un pragmatique. C'est un apparatchik. Il n'a pas d'idéologie. C'est même pas un grand religieux. Il n'a même pas sa licence de théologie. Il a fait sa carrière. Mais c'est quelqu'un qui veut que ça marche. Il est là pour ça, pour que ça marche. Et donc, cette arrivée au pouvoir, il a décidé à ce moment-là de faire un peu le bilan des choses. Et de dire notre priorité, elle est où? Elle est à retrouver effectivement avec l'Arabie Saoudite un moyen de s'entendre. Ne pas oublier qu'à l'époque, l'Iran et l'Arabie Saoudite étaient en guerre. Le bombardement des raffineries de pétrole iraniennes, saoudiennes par les Iraniens, en clair, a été un choc pour les Saoudiens, qui se sont rendus compte qu'ils étaient fragiles par rapport à l'Iran. Et les États-Unis refusaient leur soutien, n'allaient pas rentrer en guerre pour défendre l'Arabie Saoudite. Mais il fallait trouver un accord. Et Soleimani était de ceux qui faisaient la négociation avec l'aide du gouvernement irakien, disant il faut sortir de ça. Sinon, et regardez l'Irak. C'est un grand pays qui a été écrasé par Saddam Hussein, les guerres ensuite. Regardez la situation des Irakiens aujourd'hui. Regardez la Syrie. Regardez l'Afghanistan. Bon, c'est dramatique. Il faut sortir de ça. Et finalement, qui gagnera du chaos général? Israël. Donc, il faut absolument changer de politique. C'est pour cela que Soleimani était un symbole. Alors, je n'ai pas le détail de sa carrière, si vous voulez, sauf pour dire qu'il aurait été peut-être l'homme capable de faire entendre raison aux plus radicaux en Iran, parce qu'il était chef des radicaux. Si vous êtes un démocrate chrétien islamique modéré,
qui parlait des dernières révolutions qui ont fait le coup et aidé le Hezbollah pendant 40 ans, ne serait pas crédible. Si vous êtes le général qui a commandé ces forces pendant des années, et un général sérieux, vous pouvez leur dire, écoutez mes amis, bon voilà, on a eu un très bon succès, mais il faut changer de stratégie. Il est crédible. En tuant Soleimani, on a enlevé la crédibilité de l'Iran. Cela dit, le débat a continué. Et ce qui est très important, c'est que, la Chine décide au mois de mars 2023, d'arrêter la guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, disant, mettez-vous d'accord. C'est la Chine qui fait cela. Et les pays sont d'accord pour résoudre les 1000 problèmes qui restent, et c'est pas encore fini, mais ils sont d'accord. Pour être rationnels. Ils se sont rendus compte à ce moment-là qu'il y avait un problème dans le Moyen-Orient. C'est la question palestinienne. Et que si Iran et l'Arabie Saoudite, qui pourrait, comme en 1973, quand Nixon était rendu dans la région, a dit au roi d'Arabie au Shah, vous êtes les gendarmes du Golfe pour protéger mon pétrole. Ça redevient 50 ans plus, 70 ans plus tard la même réalité. Mais tant que la question palestinienne sera sur la table, tant que la question d'Israël ne sera pas résolue d'une façon ou d'une autre, on ne pourra rien faire. On va s'opposer, il y aura des conflits. Donc trouvons une solution. Il faut trouver une solution. Vous, Palestiniens, vous, Israéliens, vous, Saoudiens et moi, Iraniens, avec tous les malentendus qu'il peut y avoir. Et c'est là le projet qu'il y avait de trouver une solution. Et c'est là que le Hamas militaire s'est opposé au Hamas politique qui était prêt à regarder la situation, parce qu'il fallait bien qu'il s'en sorte quelque part. Que le Hamas a fait le coup du 7 octobre en faisant une opération scandaleuse qui a obligé Israël à surréagir. Bon. Et qui a piégé l'Iran. Le 7 octobre n'a pas été fait pour l'Iran, il a été fait contre l'Iran, qui voulait à ce moment-là mettre le Hezbollah, les milices Houthis, les milices de l'Irak et Saddam Hussein et Bachar el-Assad, en les soutenant moralement, mais les mettre sur le côté. Pour ne pas la résistance devait être défendue politiquement, on n'allait pas tout abandonner, l'héritage de Soleimani, mais l'utiliser comme un moyen de pression pour aboutir à quelque chose de positif. Donc l'Iran n'a jamais utilisé le Hezbollah après le 7 octobre pour bombarder activement l'Israël. Des roquettes, mais jamais d'utiliser, qui gardait sous le coude en cas de besoin. Mais aussi, l'Iran savait très bien que si le Hezbollah utilisait ces dizaines de missiles contre Israël, Israël aurait été très durement touché. Mais in fine, les Européens américains seraient rentrés dans la guerre et ça aurait écrasé évidemment l'Iran qui ne pouvait pas résister à une guerre américaine comme l'Irak l'avait été. Autrement dit, l'Iran a tout fait depuis 7 octobre pour éviter que le Hezbollah et les gens favorables à une guerre avec Israël ne rentrent dans la course. Et qui fait que le guide en particulier a félicité après la mort, après les beepers qui ont décimé le Hezbollah, après la mort de Nasrallah, disant au Hezbollah, vous êtes mes frères, vous êtes mes amis, vous êtes de courage extraordinaire, vous êtes assez grand maintenant pour vous débrouiller tout seul. Et abandonnant finalement le Hezbollah et les sites libanais à leur triste sort. Pas complètement, bien évidemment, on le voit maintenant. L'Iran essaie de garder ses atouts, on n'abandonne pas toutes les cartes, c'est évident. Mais l'Iran sait très bien que sa priorité, c'est pas la défense du Hezbollah. Et si un accord des États-Unis était possiblement signé, et qu'il fallait mettre de côté le Hezbollah et l'abandonner, entre les deux, hélas, 1000 fois hélas, l'Iran abandonnerait le Hezbollah pour protéger la nation iranienne. On en est là aujourd'hui, vu la gravité de la crise qu'il y a à Gaza et qu'il y a dans toute la région. Oui, j'ai posé, lors de ma rencontre avec ce dirigeant militaire du Hezbollah, j'ai posé la question du lien réel, en fait. Est-ce qu'il était en capacité de me parler de ce lien, de cette filiation, de ce parrainage, de cette hiérarchisation de verticalité avec l'Iran? La réponse n'était pas très claire. Je lui citais, par exemple, quand la tour 22 en 2024 a été tapée donc quand le Kataeb Hezbollah en Irak a essayé de tirer réellement sur des intérêts américains, etc., etc. Comment l'Iran s'est tout de suite opposé, a tout de suite mis fin on sentait un pays dans la négociation permanente. Alors ma question était double vis-à-vis de lui, c'était est-ce que finalement Nasrallah n'est pas mort parce qu'il pensait aussi qu'il allait avoir une négociation et que finalement il attendait un peu des coups de fil pour négocier et que là où il attendait le coup de fil, il s'est fait assassiner. Mais est-ce que finalement le Hezbollah, après la mort de Nasrallah, n'était pas orphelin de Nasrallah, mais aussi de l'Iran? Il me répondait pas dans un premier temps, et puis dans un second temps, il m'a dit: «Mais Nasrallah nous a mis sur un chemin. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de chefs charismatiques. On pourrait quasiment continuer comme ça». Et moi, je le comprends.
comme quand il me dit: «On n'a plus besoin du parrainage. On va être libanisé, en fait. On n'a plus besoin du parrainage. Il y aura sûrement toujours de l'approvisionnement en armes par un moyen X ou Y, parce qu'on a des moyens de se fournir, ou de fabriquer des petites choses en tout cas, on peut s'autonomiser». Moi, je l'ai compris dans le sens où vous le signalez aujourd'hui, c'est-à-dire des gens lucides sur leur relation avec leur parrain, jusqu'à aujourd'hui, mais dans un rôle différent, en fait. Tout à fait. Votre analyse est parfaitement exacte. Je crois que il y a une espèce de réel politique, et le fait que on a changé, la guerre froide n'existe plus, les parrains n'existent plus, ne sont pas fiables. L'Arabie Saoudite s'est rendu compte que lorsque l'Iran détruit ses raffineries de pétrole, les Saoudiens, le secrétaire d'État américain se rend à Riyad pour dire vous ne répliquez pas, je ne vous soutiens pas. Bon. Autrement dit, chaque pays, chaque population doit même en trouver ses propres forces en interne. Les chiites du sud Liban, ils existent depuis des centaines d'années. Leur avenir, leur prospérité n'est pas liée à l'Iran. Elle est liée à leur capacité à s'organiser, à se développer, à trouver une place au Liban. Et l'avenir de l'Iran n'est pas au Liban. Donc, il y a un retour sur les nationalismes, non pas sur le nationalisme, sur les identités, sur les territoires, sur les populations, je dirais. C'est pas un retour au nationalisme. C'est un retour sur le fait que tout cela, on le fait, mais pour défendre le peuple, finalement, les peuples, l'intérêt des peuples. Alors ça se traduit par des nationalismes, du populisme à la fasciste, quelquefois. Ça peut être mais au centre reviennent les populations, l'intérêt du peuple, des différents côtés, avec évidemment les séquelles qu'il y a, parce que on ne tourne pas la page comme cela. Il y a forcément des blocages, surtout quand on a Israël qui devient un pays incontrôlable, le rogue state, l'état voyou de la région, qui ne respecte aucune règle internationale, aucune règle humanitaire. Et quand il y a une possibilité de négociation, ils bombardent pour qu'il n'y ait pas de négociation. Bref, il y a un vrai problème aujourd'hui. Un État terroriste, c'est Israël qui est aujourd'hui l'État terroriste dans la région. Or, c'est un État ami, un État démocratique, un ami de la France, un ami des États-Unis, etc. On connaît bien tout cela. Situation, ben voilà, il y a un vrai problème. Et l'Iran, dans ce domaine-là, n'est pas crédible. L'Iran, c'est l'Iran des mollahs, l'Iran du terrorisme, c'est l'Iran du Hezbollah qui est un méchant parti politique, etc. On charge l'Iran de tout le passé, et à côté on dit, regardez le peuple iranien, les femmes iraniennes, très belles, très jolies, qui dansent, sont opposées à ces méchants, et donc on va mettre au pouvoir les gens très gentils à la place des méchants. Bon, une espèce de rêve romantique. L'URSS n'est pas tombée parce que les Turkmènes ont fait une révolution contre Moscou. C'est parce que Gorbatchev, le chef du Parti communiste, a dit « Stop, la machine ne marche plus, il faut trouver autre chose ». Donc, effectivement, ça viendra de tout, je n'en sais rien, mais ça ne peut venir et au Liban, ou en Iran, ou n'importe où ailleurs, que de l'intérieur des pays, avec quelque chose. C'est en Syrie, c'est Al-Shara, un petit groupe terroriste des Libres, qui réussit in fine à faire tomber Bachar el-Assad. Bon, peu importe le détail, je n'ai pas les explications, mais ça se passe à l'intérieur, d'abord. Et on se débarrasse de l'extérieur, si possible. Et donc l'Iran a pour problème aujourd'hui de pouvoir se débarrasser de tous ces proxys. Comment? Non pas se débarrasser du Hezbollah, mais se débarrasser du Hezbollah militaire, tout en gardant de bonnes relations avec le peuple chiite du Sud-Liban, avec les chiites d'Irak, avec le peuple irakien sunnite ou chrétien, avec les Houthis, avec tout le monde. Mais il y a des milices qui sont des bandits, qui sont des truands, qui gagnent leur argent, ils sont brutalement au chômage. Quelqu'un au chômage avec une arme à la main, c'est dangereux, ça crée une milice terroriste qui peut aller vers Al-Qaïda et vers Daesh. Bon, il faut être réaliste. Donc je continue à soutenir mes milices, à les payer pour éviter qu'ils aillent vers Daesh, ou d'un groupe similaire. Tout ceci fait la complexité d'aujourd'hui. Mais ne pas croire que l'Iran, stratégiquement, a changé, c'est une erreur d'analyse, à mon avis, très fort. De croire que c'est le guide qui dirige tout, le guide a un moyen très important de diriger. C'est un homme important. Mais de croire que la clé, elle est là, Monsieur Khamenei est le chef d'État le plus ancien du monde après le président Biya du Cameroun qui a été réélu pour la 8e fois. Il dirige le pays depuis 40 ans. Il a la plus grande expérience politique au monde. Il a dirigé un pays pendant des guerres contre les États-Unis, négocié le plus grand pays du monde. Il a une expérience importante. Et comme son patron Khomeini, il est capable de faire des concessions. Khomeini, vous les rappeliez tout à l'heure, a accepté de cesser le feu avec l'Irak. C'était aussi dur que le bord du poison. Khamenei a accepté le cessez-le-feu avec les États-Unis en 2015. Il a signé un accord sur le nucléaire permettant la coopération internationale. Il n'avait pas envie de ça. Il espérait autre chose.
Mais il est réaliste, il est sérieux. Il a accepté la signature. Et aujourd'hui, bon, il essaie de maintenir tout cela. Et donc, je crois que sa présence est positive parce que si on avait un ayatollah libéral pro-américain au pouvoir, il serait totalement incapable de contrôler la situation. Alors que lui, qui a l'expérience d'un homme dur, si les situations le permettent, il est capable de dire, mes amis les plus radicaux, dans notre intérêt, nous avons intérêt à trouver des solutions autres que celles de l'action militaire que nous avions jusqu'à maintenant, sans pour autant tout abandonner, bien évidemment. Il y a un changement aujourd'hui. Le 7 octobre n'a fait qu'accélérer les choses, mais d'arrêtons de parler en termes de religion. C'est pas la religion, c'est les peuples. La religion fait partie d'une culture, ce n'est pas l'essentiel. L'économie non plus n'est pas l'essentiel. Tout. Il y a un ensemble. Il y a un territoire, il y a une économie, une société, une culture, une religion. Ça fait une population avec son identité complexe, avec son histoire complexe. Et évidemment, dans une région qui a été soumise à des guerres absolument atroces, et celle de Gaza est incommensurable, et accentue les fissures, et la guerre de 12 jours, la puissance militaire de l'Irak, de l'Israël est là, fait que c'est compliqué, bien évidemment. Mais ça n'exclut pas d'essayer de proposer des solutions intelligentes. J'aurais une question pour rebondir à quelque chose que vous avez traité plus tôt, c'est-à-dire le manque, comment je dirais, le manque d'affection, le manque de lien avec la Palestine de la part des Iraniens, c'est-à-dire aller libérer Jérusalem comme un slogan sur un mur, mais un mur un peu avec de la peinture décrépite. Depuis cette phase de génocide à Gaza, est-ce que c'est quelque chose qui s'est... On le voit en Europe, c'est un mot d'ordre dans des manifestations, il y a des jeunes qui s'en sont saisis. Est-ce que la jeunesse iranienne, au-delà de gens qui veulent l'utiliser comme un mot d'ordre politique pour tenir aussi le régime, est-ce que la jeunesse iranienne, elle, s'est saisie de cette lutte du génocide du peuple palestinien, tout simplement? Ça commence. Alors, je n'ai pas, hélas, comme beaucoup de chercheurs, je suis interdit de séjour en Iran et donc j'ai pas le moyen de voir le détail. Mais les choses changent. Autant parler de la Palestine, c'était pour 90% des Iraniens un repoussoir. On dépense de l'argent pour ces Arabes, dépensons de l'argent pour les Iraniens, l'Iran avant le Liban, etc., etc. Bien connu. Mais Gaza a fait prendre conscience que Israël n'était pas l'ami des peuples. Et les bombardements d'Israël pendant la guerre de 12 jours a montré des images de maisons détruites qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau à un immeuble détruit à Gaza. Il y a très peu de dégâts en Iran. Il y a eu des dégâts, mais comparaison avec Gaza ou ailleurs, ou Bagdad. Mais ils se sont rendus compte que s'ils auraient pu continuer, Téhéran aurait pu devenir Gaza. On était victime aussi comme n'importe qui. Et donc, Israël libérateur a été sacrément contestable et contesté par des gens qui étaient plutôt pro-israéliens pour se débarrasser des mollahs. Bon, ils se sont rendus compte que c'est pas comme ça que ça se passe. Et qu'Israël fonctionne avec des bombes. Alors, le général Untel a été tué, je pleure pas, mais mon voisin, professeur de physique à l'université, a été tué aussi. Et puis le voisin, qui était le boulanger du coin de la rue, a pris une bombe aussi sur la figure, dégâts collatéraux. Et donc, il y a un début de reconnaissance que Israël et les États-Unis se moquent des gens, ne les respectent pas. Et donc, je ne soutiens pas le musulman palestinien, bon, mais attendez, c'est un être humain quand même. Et donc là, il y a eu en particulier un journaliste palestinien, Rami Abou Jamous, qui a eu le prix des correspondants de guerre de Bayeux, son livre, publié par Orient 21, a été traduit en persan et présenté à la presse la semaine dernière à Téhéran. Il y avait, chez les intellectuels iraniens, c'était un cercle fermé, il y avait une 50aine de personnes pour assister à la présentation du bouquin en persan. Le livre a été autorisé en Iran. Ils ont voulu faire une manifestation pro-palestinienne non gouvernementale. Ça a été interdit, mais le mouvement commence. La société civile iranienne, les intellectuels iraniens ont compris que ce qui se passe à Gaza, la politique d'Israël, est un vrai problème qui est humanitaire, qui concerne le monde entier, et qui n'est pas sur le cadre local. Or, les Iraniens, notamment ceux qui annotassent un peu du système oppressif qu'il y a en Iran, ont une vision internationale des choses. Le cinéma iranien a une vocation internationale, les Palmes d'Or à Cannes, donc ils n'ont pas la prétention de s'enfermer dans un nationalisme iranien dans des frontières. Ils défendent par ailleurs. Ils ont une prétention aussi à être au niveau international. Et donc, le fait qu'aujourd'hui l'Iran ait eu une action qu'ils ont dénoncée au Liban, mais l'Iran est au Liban, donc il faut que l'Iran assume ses responsabilités au Liban. Et si l'Iran peut faire quelque chose pour Gaza,
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça commence à bouger. Et c'est en ce sens-là que je pense que la guerre de Gaza est pour Israël, c'est le tombeau d'Israël. Parce que ce que Khomeini n'a pas réussi à faire, que les révolutionnaires iraniens n'ont pas réussi à faire, la libération de Jérusalem, ou le nouveau statut de Jérusalem, ne viendra pas de la guerre, mais viendra peut-être de l'intérieur encore, on en parlait tout à l'heure, du fait qu'Israël n'aura pas été capable de gérer une situation de l'intérieur. La guerre des 12 jours est-elle vécue comme une défaite en Iran? Est-ce qu'elle est vécue par les dirigeants, par les pasdaran comme une défaite? Parce que, pour faire un parallèle, les responsables, du Hezbollah me disent: «Pour nous, on n'a pas eu de défaite, on a eu des grandes pertes et une perte, tactique, technologique. On s'est fait dépasser par une technologie, mais personne n'est rentré sur notre, territoire». On avait 5 divisions, israéliennes au sud. Ils sont pas rentrés de plus de 2 kilomètres, donc là-dessus, on a pu. Et une fois qu'ils avaient assassiné nos commandants et brisé notre chaîne logistique, on a réussi le 24 novembre, 3 jours avant le cessez-le-feu, à retirer plus de 300 missiles sur, Tel Aviv, sur Haïfa, sur Ben Gourion, avec des missiles très précis, missiles de fabrication, iranienne, par ailleurs. Et comment est perçue non seulement cette guerre au Liban, mais également la riposte, iranienne, à la suite, qui met fin finalement à la guerre des 12 jours en Iran. Comment est-ce qu'elle est perçue en Iran? Comment ces 2 ripostes, Oui. Hezbollahi et Pasdaran, parce qu'en finalement l'armée est peu intervenue dans cette guerre en Iran, si je fais pas d'erreur. C'est surtout les Pasdaran qui sont Oui. Il faut dire que l'armée iranienne est dirigée par les gardiens de la révolution, les pasdarans. Il y a l'imbrication des deux. Il y a beaucoup moins de séparation que jadis, peut-être. Mais tu as raison, la guerre, c'est une défaite parce qu'il y a des dégâts et le territoire iranien a été attaqué pour la première fois depuis des siècles. Mais même Saddam Hussein, pendant la guerre Irak-Iran, n'a pas autant attaqué le territoire iranien que pendant ces 12 jours de guerre. Donc c'est une défaite du point de vue iranien de ce point de vue-là. Mais, vous disiez justement, l'Iran a montré, et ça c'est une nouveauté qui est essentielle, la puissance de ses missiles. L'Iran, pays sous sanctions, pays voyou, pays écrasé, etc., a été capable, avec ses ingénieurs à l'intérieur du pays, de faire des milliers de missiles capables d'atteindre une cible toute petite, très précise, à 2500 km de là, et touchant Israël et réussissant finalement à percer le dôme de fer israélien. Et les Israéliens savent très bien, c'est secret d'État en Israël, la réalité des dégâts iraniens. Et ils savent que les dégâts sont vraiment réels. Et que si l'Iran poussait vraiment l'attaque à un niveau plus supérieur, il y aurait de vrais dégâts en Israël qui pourraient poser des problèmes. Donc les Iraniens le savent cela. Donc ils disent, nous avons évidemment des problèmes, que l'on connaît bien, mais nous sommes également arrivés par notre dissuasion et notre efficacité de domicile à montrer que, attention, ne nous touchez pas, vous ne pouvez pas faire une deuxième guerre. S'il y a une deuxième guerre, vous savez que nous répliquerons et on a des moyens efficaces de répliquer. Et donc la dissuasion fonctionne. Et donc les Iraniens disent, on est respecté. Hétéron, le respect, c'est très important. La République israélienne est respectée. L'indépendance de l'Iran est respectée. Vous nous avez attaqué 12 jours, ça fait beaucoup de dégâts, mais nos quelques missiles de la deuxième vague qui ont attaqué étaient un élément important. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a une date qu'il faut retenir peut-être dans l'histoire de la région, c'est le 13 avril, la nuit du 13 au 14 avril 2024. Le jour, pour la première fois, les Iraniens, prétextant l'attaque du consulat à Damas, attaquent Israël avec des centaines d'engins, drones, des vieux drones à 300 à l'heure et des missiles, en ayant prévenu tout le monde qu'ils allaient faire quelque chose. Tous les missiles ont été détruits, y compris les petits drones qui valent 50 000 euros, détruits par des fusils Exocet qui valent 2 millions de dollars. Résultat, aujourd'hui, un quart des missiles et missiles antimissiles des Français, Anglais et Américains sont hors d'usage, ils ont été gaspillés pour détruire des drones. L'Iran a montré pour la première fois, l'Iran, petit pays voyou, perdu, écrasé, a été capable d'affronter Israël, la tête de pont de la Grande Amérique et la Grande Occident en Orient. Et ils ont réussi finalement, les drones sont arrivés sur place. Il a fallu que l'aide de l'armée américaine, française, britannique, jordanienne et israélienne pour les arrêter. C'est pas mal pour un petit pays voyou et perdu, incapable de faire quoi que ce soit. Et donc, cette attaque iranienne, qui était symbolique, qui n'a pas eu de dégâts, est, je crois, une date historique. Un petit peu comme la victoire de l'armée japonaise sur la marine russe en 1905 dans le détroit de Corée. Le Japon, petit pays pourri et qui de rien du tout, qui n'existait pas,
a écrasé, a coulé par le fond toute la marine russe qui était la plus prestigieuse du monde après celle des Britanniques. Et seul le Potemkin a réussi à revenir à Saint-Pétersbourg. Preuve qu'un pays sous-développé, inexistant, rentrait dans l'histoire mondiale. Et après, ça a été la révolution 1905 et 1917. La Russie du tsar est tombée. Et la cause en est peut-être la victoire japonaise. Donc aujourd'hui, cette attaque iranienne, si on prend le symbole, il ne faut pas trop exagérer les symboles, et j'exagère en disant c'est équivalent à ce qui s'est passé en 1905, mais il faut quelquefois se faire plaisir à voir quelques dynamiques. C'est le symbole d'un changement. L'Iran existe, l'Iran national existe. L'Iran défend sa patrie, il a fait des erreurs, mais bon, in fine, ça marche. Et l'Iran aujourd'hui, et Israël le dit très bien, le problème de l'Iran, c'est pas le nucléaire, qui est contrôlé et contrôlable, c'est les missiles. Parce que l'Iran a une puissance et est capable de se défendre. Mais ma foi, quel pays au monde pourrait être attaqué sur le fait qu'il cherche à se défendre, tant qu'il n'a pas autre chose? On ne va pas les critiquer. Donc, on a là un changement de paradigme. Et c'est pas la religion, c'est pas le pouvoir du guide, tout cela. C'est beaucoup plus complexe. C'est la défense d'un État et c'est l'émergence aussi d'une société qui veut vivre normalement. Ces missiles, c'est la preuve que la société iranienne, les ingénieurs iraniens, qui sont peut-être contre le régime islamique, qui sont contre le guide de la République islamique, qui en ont marre de la République islamique, mais ils sont capables de faire des missiles d'une précision telle qu'ils sont efficaces autant que les missiles français, américains, ou russes, ou chinois. Et ça compte, parce qu'au lieu de faire des missiles tapant Israël, ils pourront faire autre chose dans l'avenir que cela. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, l'Iran, la République islamique a fait les enfants qui vont peut-être la détruire de l'intérieur, mais ça fera l'Iran plus fort peut-être, avec l'expérience qu'ils ont réussi à avoir. J'aimerais une dernière question, si vous le permettez, sur finalement une question un peu casse-gueule, entre guillemets, mais la perspective. Qu'est-ce qui s'offre à l'Iran aujourd'hui? Je comprends bien que votre théorie, c'est que il va y avoir quand même des bouleversements régionaux. On peut penser qu'Israël va pas forcément se sortir tout à fait la tête haute. Après 2 ans de génocide, ça va peut-être prendre quelques années, mais effectivement, le pays risque de se fracturer encore plus. Qu'est-ce qui risque de se passer pour l'Iran, j'ai envie de dire au niveau régional, avec les pays du Golfe, avec l'Arabie Saoudite, avec les États-Unis, avec la Russie éventuellement? Qu'est-ce qui peut se jouer pour l'Iran? Quels sont ses curseurs maintenant? Alors, je crois que stratégiquement, c'est le Golfe Persique. C'est-à-dire que la priorité des relations avec les monarchies pétrolières et l'Arabie Saoudite, en bref, est prioritaire. Avec l'Irak, les choses sont claires. Bon, le danger viendra d'Irak peut-être parce qu'il y a des chiites, il y a l'héritage Saddam Hussein, l'anarchie, etc. L'Afghanistan avec la drogue qui peut créer des déstabilisations, Daesh, etc. Côté Russie, c'est à peu près calme et les choses sont très. Par contre, avec le Golfe Persique, il y a des choses à faire parce que c'est l'exploitation du gaz et du pétrole. Ce sont des pays musulmans très développés. L'Iran est sous-développé de ce point de vue-là. Stratégiquement, l'Iran développe ses ports et ses villes sur le Golfe Persique aujourd'hui. Certains parlent même de déplacer la capitale de l'Iran sur le Golfe Persique, montrant que c'est là désormais que se trouve le cœur du système. Donc l'avenir de l'Iran, certains en Iran disent, on n'aime pas les Arabes, on n'aime pas les sunnites, etc., mais c'est pas la question. C'est pas une question religieuse. C'est une question de politique. Et donc, le principal problème, trouver les moyens de travailler avec les pays de la rive sud du Golfe Persique. C'est le point numéro 1. Cela, évidemment, aura des conséquences parce que dans la situation actuelle, il faudra forcément trouver un bonus vivendi avec les États-Unis. Et c'est ça le cœur du système. Le gouvernement iranien actuel dit on n'a pas d'autre choix. On ne peut pas faire la guerre aux États-Unis. Ça n'a aucun sens. Autrement dit, le fait de mettre en un l'Arabie Saoudite, pour faire bref, nécessite trouver un accord avec les États-Unis, signifie un accord commercial avec le monde. Et lever les sanctions. La levée des sanctions, le fait que l'Iran puisse rentrer dans la vie du XXIe siècle normalement est la clé. Et qui est soutenu non pas par les religieux, non pas par les passes-d'arrêt gardiens de l'évolution, quoique, mais par la nouvelle bourgeoisie moyenne iranienne, qui est écrasée par le régime, écrasée par les sanctions américaines, et qui ne rêve que de jouer pleinement son rôle. Et c'est là que la Palme d'Or de Cannes récemment est le symbole de cette société, que le film soit bon ou pas bon, c'est pas la question, hein. C'est l'Iran dire je suis un pays important, et ils se croient plus importants qu'ils ne sont, mais c'est un pays important, un pays indépendant, et donc respecter mon indépendance.
et respecter ma culture. Et c'est ça qui est le plus important. Et je crois que les drames actuels vont peut-être émerger. Je suis toujours naïf et je regarde toujours les petites lumières dans la noirceur. Mais il faut voir les dynamiques et non pas dire que les mollahs sont méchants, les pasdars sont très méchants et les Iraniens sont très gentils. Bon, arrêtons de dire n'importe quoi. Pour voir qu'il y a des dynamiques dans ce pays, beaucoup de choses ont changé, et arrêtons de voir dans les religions la clé de tout. Il y a des peuples qui sont là, prenons leur complexité avec plus d'attention et plus de respect. Le dernier point, pour revenir un tout petit peu en arrière, dans l'élimination, dans ces frappes de tout un état-major, des pasdaran et puis également de responsables scientifiques depuis des années, est-ce que selon vous, il n'y a pas une crainte d'un remplacement par des gens plus jeunes, plus opportunistes, qui pourraient être favorables à une négociation, mais également de ceux pour qui il n'y aurait pas de place du tout pour une négociation, ceux qui voient que la négociation dure depuis des années et que finalement la répression et les sanctions s'accroissent et qu'il faudrait arriver à un niveau de dissuasion un peu plus élevé et donc un peu plus offensif vis-à-vis d'Israël ou des États-Unis? Oui, c'est le débat qu'il y a en Iran aujourd'hui. Le débat en Iran, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un tiers des députés, prenons les députés, qui ne sont plus représentatifs aujourd'hui de la population, mais grosso modo, un tiers des députés disent il faut la guerre, il faut multiplier les actions, la bombe atomique est la seule solution, les missiles, et s'opposer aux États-Unis, et nous défendrons, c'est comme ça qu'on sera respecté. D'autres qui disent, écoutez, soyons réalistes, la guerre de 12 jours a montré que on ne pourra pas résister longtemps à une vraie guerre importante. Donc, soyons réalistes. Et si l'Iran tombe, c'est la République islamique qui tombe aussi. Et donc, les gens avec le gouvernement Pezeshkian aujourd'hui qui essaient de trouver des solutions avec Javad Zarif, l'ancien négociateur sur le nucléaire, qui sont peut-être un peu trop pro-américains en quelque sorte, trop légers peut-être, mais qui disent bon écoutez, ouvrons les portes, on n'a pas peur, nous sommes iraniens, on n'a rien à craindre, on est assez fort pour les côtés, discuter directement avec les Américains, pas besoin de passer par des intermédiaires. Ces gens-là, mais ils ont entre les deux une force, je disais, de ces anciens gardiens de la Révolution, ces anciens radicaux révolutionnaires, gardiens de la Révolution, mais réalistes, pour l'argent simplement. J'ai été gardien de la Révolution, j'ai fait fortune, mon argent est à Dubaï, je trafique plus ou moins, je suis corrompu, mais je vais pas tout perdre. Je vais pas tout perdre, donc je défends aussi mes intérêts. La République islamique, l'ayatollah, le chiisme, l'imam Hossein, Khomeini, ouais, c'est mon passé tout ça, mais aujourd'hui c'est ma vie. C'est ma vie. Donc je défends mes intérêts. Et je suis prêt à des concessions pour défendre mes intérêts et faire que je n'ai pas trop de problèmes si les choses, le vent tourne en Iran. Donc on est vraiment dans une situation où les guerres ont radicalisé les choses et l'ouverture, le changement de politique en Iran, il viendra pas comme ça du Messie, il viendra de l'intérieur, pas forcément par des révolutions, pas forcément par la chute du régime islamique, par le départ des mollahs, mais par des choses peut-être plus progressives. Alors certains disent Gorbatchev est tombé, l'Union soviétique, et quelques temps plus tard, c'est Poutine. Les Iraniens ont une expérience politique que n'avaient pas les Russes. Et les Iraniens sont des républicains. Ce sont des démocrates. Le régime ne l'est pas, mais les Iraniens le sont. Les Iraniens veulent être respectés. Et donc, il y a en Iran une tradition républicaine, une tradition de prise du pouvoir par la population, chez les femmes, comme dans d'autres catégories de la population, qui font que on peut avoir espoir que ce pays, même s'il est perturbé par des crises politiques extrêmement graves ou des guerres, trouvera en lui-même la force de se reconstruire, parce qu'il y a toutes les forces nécessaires au niveau des élites, comme de la population ordinaire, pour faire que le pays joue son rôle normal dans la région. Et donc, soyons optimistes, il y a en Iran les forces démocratiques qu'il faut pour que les choses changent, sans qu'il y ait forcément des renversements de régime, type la liberté guidant le peuple et renversant la dictature. Arrêtons le romantisme et regardons la réalité. Sur ces paroles pragmatiques et optimistes finalement, Bernard Hourcade, je vous remercie d'avoir participé à ce podcast et à cette interview. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de pouvoir parler de choses que peu de gens écoutent aujourd'hui. Merci. Merci d'avoir écouté cet entretien. Retrouvez toutes les autres interviews et bien sûr les 14 épisodes du documentaire dès le 9 mars 2026, toutes les semaines, sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à soutenir ce podcast si vous l'avez apprécié, en le faisant connaître autour de vous, en laissant un commentaire, notamment sur Apple Podcast, ou en vous abonnant pour aider à son référencement.